Bonjour, Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, porte-parole du parti En Marche. La France qui traverse un épisode de canicule particulièrement important et qui fait souffrir le réseau de transport au bord de la surchauffe. D'ailleurs, la ministre de l'Environnement, Elisabeth Borne, est actuellement gare Saint-Lazare à Paris. La SNCF qui a invité ses clients à reporter ou à annuler, si possible, leurs déplacements prévus aujourd'hui, notamment dans les départements placés en vigilance rouge par Météo France. On craint la grande panne sur notre réseau de transport à cause de cette chaleur. On a une situation qui est quand même exceptionnelle par son ampleur et par les températures qui sont atteintes, qui peuvent présenter des risques aussi pour un certain nombre de populations qui sont plus fragiles, évidemment les bébés, les enfants, les personnes âgées. Donc l'idée, c'est déjà de rappeler des messages, évidemment de prudence. Et quand vous prenez les transports dans les départements qui sont concernés, c'est vrai que si vous pouvez décaler votre départ, alors on sait bien que la situation n'est pas idéale, mais encore une fois, elle est exceptionnelle. C'est aussi une question dans une période de départ en vacances. Pour les personnes elles-mêmes, si vous voyagez avec un bébé, par exemple, il vaut mieux prendre un peu de prudence et voyager sur une période où on n'aura pas des températures qui seront dans les 40 degrés, donc beaucoup plus potentiellement. C'est vrai. Vous dites période exceptionnelle, mais c'est le deuxième épisode de canicule en quelques jours seulement depuis cet été, et sans doute des épisodes qui vont se reproduire. Est-ce qu'il faut adapter justement à la fois notre réseau de transport, le réseau ferré? Est-ce qu'il faut expliquer aussi, faire plus de pédagogie auprès des passagers notamment? Il y a des adaptations évidemment qui sont en cours, parce que ces épisodes, vous avez raison, ils vont devenir malheureusement de plus en plus récurrents, ce qui est aussi une preuve par rapport à certains climato-sceptiques que le dérèglement climatique, il existe, il est bel et bien malheureusement déjà là, et qu'il va falloir non seulement qu'on adapte nos réseaux, nos modes de consommation, nos modes de vie, mais voilà, qu'on ait des changements aussi comportementaux individuels extrêmement puissants. Et alors vous êtes député des Yvelines, et dans votre département, un département en situation d'alerte, des restrictions de l'usage de l'eau pour les particuliers et les professionnels. Est-ce que les Français sont prêts justement à changer leur mode de vie? Il y a bien sûr des conditions particulières liées à la canicule, mais au quotidien, à changer leur mode de vie, on a l'impression que pas forcément. Je crois que les Français sont citoyens et ils sont conscients évidemment que les dérèglements qui sont devant nous, ils sont aujourd'hui exceptionnels, mais ils deviennent de plus en plus récurrents. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de prendre conscience de l'urgence écologique qui est devant nous. Je pense qu'on est un certain nombre à ne pas être né écologiste, mais à l'être devenu, parce qu'on voit bien qu'on a une responsabilité collective, une responsabilité politique. C'est le cas notamment du président de la République, qui a reconnu être fraîchement converti à ces sujets. Mais je pense comme la plupart des Français, parce qu'à un moment, c'est une prise de conscience qui fait que l'urgence, elle est là, elle est devant vous, et que vous n'avez pas d'autre choix, eh bien, encore une fois, que d'adapter un certain nombre de décisions politiques par rapport à cela. C'est pour ça qu'on a adopté un plan dédié sur la question de l'énergie. C'est pour ça qu'on rénove complètement notre réseau aussi sur les enjeux de mobilité, notre réseau ferré notamment et nos routes. C'est aussi pour ça que dès la rentrée, le premier texte qu'on va étudier, c'est pour lutter contre tout ce gaspillage qui coûte à la planète et qui coûte aussi au porte-monnaie des Français. Et donc, vous voyez qu'on prend des décisions, mais évidemment, c'est responsabilités politiques, collectives et individuelles. Vous intégrez la commission spéciale bioéthique à l'Assemblée nationale, Aurore Berger. Hier, il y a eu un appel à la mobilisation de la manif pour tous, un appel à manifester le 6 octobre prochain contre ce projet de loi qui sera examiné à la rentrée. Ça vous inquiète, cette mobilisation, ce retour de la manif pour tous que l'on avait vu très active lors du quinquennat précédent? Nous, l'objectif à l'Assemblée nationale, et avec les 3 ministres qui sont en charge du sujet, Agnès Buzyn, Nicole Belloubet, Frédérique Vidal, c'est vraiment de garantir la sérénité des débats. La commission spéciale bioéthique est installée avec plusieurs dizaines de membres de l'Assemblée nationale. Une commission transpartisane, mais qui n'est pas présidée par un membre de l'opposition. Alors, ça a été proposé à l'opposition, et l'opposition n'a pas souhaité présider cette commission spéciale. C'est un choix qui lui a appartenu, mais nous n'avons pas souhaité que ce soit La République En Marche qui préside, et je pense que c'est un signal qui est important de dire que voilà, on voulait qu'il y ait un vrai partage des responsabilités et des postes, mais on veut garantir la sérénité des débats. Donc moi je dis juste, par rapport à d'autres débats qu'on a pu connaître sur d'autres enjeux, je pense notamment évidemment à la question de l'ouverture du mariage pour tous, qu'il faut nous garder de mots qui pourraient être des mots blessants,
à l'égard de nos concitoyens. Et quand vous entendez les déclarations de Guillaume Larrivé, député des Républicains, qui dit « Je ne veux pas que dans quelques années on se réveille hagard dans un monde transhumaniste où l'on créerait des bébés sur mesure en méconnaissant au fond la nature même de l'humanité ». Est-ce que ça n'augure pas de débats qui vont sans doute être très vifs à l'Assemblée nationale? On s'attend à des débats qui seront vifs, mais on s'attend surtout à des débats qui seront passionnants, parce que la question de la révision des lois bioéthiques, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire, mais surtout qu'est-ce que nous voulons faire, quelle société nous voulons. On a des progrès scientifiques. Face à ces progrès scientifiques, quelles sont les barrières éthiques que l'on pose sur la question, par exemple, de la recherche sur les embryons, sur la question des diagnostics prénataux, sur évidemment la question de nouveaux droits qui peuvent être ouverts. Je pense évidemment à la question de la procréation médicalement assistée. Donc c'est tous ces enjeux-là, sur la question de l'intelligence artificielle. Donc moi je ne veux pas à la fois que ces débats soient interdits, parce qu'il faut absolument qu'on puisse les avoir et les avoir de la manière la plus sereine, encore une fois, possible. Moi, j'accepte qu'évidemment, toutes les opinions puissent s'exprimer, y compris contradictoires à celles que nous allons défendre. Par contre, il faut que ce soit fait systématiquement dans le respect des personnes et sans avoir des excès de mots comme ceux que vous venez de rappeler. De Guillaume Larrivé, député Les Républicains. Vous avez cité Agnès Buzyn qui défendra ce texte. Elle est aussi en charge d'une autre réforme très sensible politiquement pour l'exécutif, la réforme des retraites. Elle peut mener ces deux dossiers de front, Agnès Buzyn? Je crois qu'elle a démontré depuis 2 ans qu'elle avait systématiquement des sujets qui étaient extrêmement délicat et qu'elle savait réussir la transformation de notre système de santé, par exemple, que nous venons d'adopter définitivement, des enjeux importants en matière de solidarité. Les retraites, c'est essentiel. Et justement, ce n'est pas une réforme qu'on veut faire. C'est transformer profondément notre système pour qu'à travail égal, chaque Français bénéficie du même niveau de retraite et donc du même niveau de protection. Et dans les recommandations, les préconisations présentées par Jean-Paul Delevoye, il y a cette polémique sur des exemples de gagnants qui ne serait pas tout à fait exact, avec notamment des calculs liés aux durées de cotisation. Certains parlent de manipulation de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge de ce sujet. Il y a eu une négociation de la part de Jean-Paul Delevoye, donc le haut-commissaire, avec les partenaires sociaux pendant de très nombreux mois. Vous avez vu d'ailleurs que ces négociations se sont passées dans le calme, dans la confidentialité, dans le respect des échanges, ce qui est une bonne chose. Et nous arrivons à des préconisations qui permettent à la fois de garantir que chaque Français aura une retraite. Aujourd'hui, les personnes de ma génération et celles d'après se disent de toute façon, ça ne sert à rien, nous n'aurons jamais accès à une retraite qui sera financée. Là, notre enjeu, c'est de garantir notre système de retraite en le transformant pour qu'enfin, il soit à la fois beaucoup plus lisible pour les Français, beaucoup plus juste. Et je pense notamment, parce que ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, aux femmes qui ont souvent des carrières qui sont interrompues, qui ont des ruptures. Et malheureusement, vous savez, les inégalités salariales qu'on a tout au long de la vie, elles sont d'autant plus criantes quand on se retrouve au moment de la retraite. Et bien là, justement, ce nouveau système de retraite va en particulier bénéficier aux femmes. Il y a un texte qui sera examiné l'année prochaine, en janvier 2020. C'est celui qui concerne la loi audiovisuelle. Présentation au Conseil des ministres avant fin octobre 2019, a dit Franck Riester, le ministre de la Culture. Vous serez nommé rapporteur de ce texte? Nous verrons. En tout cas, c'est sûr que je vais être très active sur Vous suivez ce dossier texte, de très près. Les économies demandées à France Télévisions, on parle de près de 70 millions d'euros. C'est toujours ça l'objectif? L'objectif de la réforme, ce n'est pas une réforme d'économie des moyens. L'objectif de la réforme, pour qu'elle parle au plus grand nombre de Français, c'est comment on fait en sorte d'avoir toujours une télévision, d'avoir toujours du cinéma, d'avoir toujours une diversité culturelle qui est proposée aux Français. On a de plus en plus d'offres, on a des usages qui se transforment de manière évidente. Les Français regardent la télé différemment, mais on a envie d'avoir toujours une création dans notre pays. Avec un ministère qui a un budget qui ne baisse pas, mais qui n'augmente pas. C'est un budget qui a même augmenté l'an dernier. Ça, je pense que c'est important de dire que le budget du ministère de la Culture est préservé. Vous allez parvenir, par exemple, à financer le Pass Culture, qui est toujours expérimenté, qui ne semble ne pas faire l'unanimité parmi les professionnels. Le Pass Culture, c'est une véritable innovation. C'est quoi? C'est de dire que non seulement vous avez à vos 18 ans 500 € que vous allez pouvoir mais il sera généralisé en matière de culture. Évidemment qu'il sera généralisé, mais c'est surtout la capacité que vous aurez à identifier, à connaître toute l'offre culturelle de proximité, sur la pratique artistique, sur la capacité à aller sur des concerts, au théâtre, au cinéma, dans vos bibliothèques. Donc, et en général, on méconnaît l'offre culturelle à disposition. Le financement sera garanti. Le financement sera garanti, c'est une promesse que nous tiendrons parce que c'est une promesse d'égalité entre les Français et entre les territoires.
Un mot sur une déclaration du président de la République faite mardi soir face aux membres du gouvernement, Emmanuel Macron, qui, au cours de ce dîner de fin de saison, a dit: on a commencé l'année avec les gilets jaunes et on l'a fini avec le maillot jaune. Un peu sûr de lui, peut-être le président, il tourne la page de ce mouvement des gilets jaunes. C'est vrai que la mobilisation n'est plus la même qu'au début du mois de novembre ou du mois de décembre dernier, mais la colère, elle reste présente. Mais je crois que depuis des années, il y a une colère qui gronde dans notre pays et qu'il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas le voir et l'entendre. Par contre, il y a des réponses qui ont été apportées et qui doivent permettre de changer durablement notre pays, notamment pour que les plus fragiles, les plus précaires vivent mieux. Vous ne craignez pas un sursaut de mobilisation à la rentrée prochaine, notamment à l'occasion de manifestations liées à la réforme des retraites? Je souhaite qu'on puisse transformer notre système de retraite justement pour qu'il bénéficie à ceux qui aujourd'hui sont les plus précaires, sont les plus fragiles. Je vous disais notamment les femmes. Et je pense qu'on aura tous à y gagner et j'espère qu'on arrivera dans notre pays, et je le pense possible, à se rassembler pour permettre cette transformation. Le rassemblement, Aurore Bergé, de votre famille politique, pas si évident que cela. On l'a vu à l'Assemblée nationale avec des votes contre sur le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Par exemple, pour les municipales à Paris, Cédric Villani, qui a rencontré Benjamin Griveaux, le candidat investi dans la capitale par La République En Marche, n'a toujours pas apporté son soutien à l'ancien porte-parole du gouvernement. Vous comprenez cette situation ? Vous savez, moi, on travaille avec Cédric Villani depuis 2 ans et on a la chance d'avoir investi Cédric Villani aux législatives et qu'il soit député. Il a fait un choix qui était d'être candidat à l'investiture. Il a eu raison de se porter candidat. Et puis, il y a un autre choix qui a été fait en toute intégrité. C'est-à-dire, vous savez, on a été sélectionnés, nous, par une commission nationale d'investiture et de la même manière, une commission nationale d'investiture qui a choisi d'apporter son soutien à Benjamin Griveaux à Paris, à Carole Gandon à Rennes, à Émilie Chalas à Grenoble, à Anne-Laurence Pétel à Aix-en-Provence. Sans primaire des sympathisants ou des militants de La République En Marche. Nous l'avions fait pour les législatives et ça nous avait plutôt réussi. Donc on a choisi de garder le même processus. Et moi, je souhaite qu'on puisse respecter ce processus parce que notre enjeu, c'est quoi? C'est qu'à Paris, comme à Rennes, à Grenoble ou à Aix-en-Provence, dont je vous citais les candidates, qui sont des femmes, vous voyez, pour des très grandes villes de France, eh bien, nous puissions transformer ces villes durablement. Et pour les transformer, il faut que le rassemblement soit possible. Il ferait un bon candidat pour la région Île-de-France. Cédric Villani, il est député de l'Essonne, il connaît ces sujets, notamment liés au Grand Paris. Notre enjeu d'abord, ce sont les élections municipales, c'est en mars 2020, c'est ni les départementales ni les régionales qui interviendront après. Je ne crois pas qu'il se soit porté candidat et je ne vais pas parler en son nom. Moi, je souhaite qu'on puisse réaliser le rassemblement, évidemment, pour Paris comme pour les autres villes que j'ai pu évoquer, parce que c'est comme cela qu'on arrivera à gagner. Et ce rassemblement, vous le faites avec quels partenaires? On voit, par exemple, que le MoDem commence à désigner des référents dans près de 200 villes de France. On a vu également que la formation toute jeune politique de Franck Riester, Agir, également investi des candidats. C'est ça l'union de la majorité présidentielle? On a des partenaires qui sont des partenaires naturels, évidemment, avec le MoDem, avec Agir, avec les radicaux. Et je pense que ça a même vocation à s'élargir parce que vous savez, les municipales, c'est une élection qui est très particulière où on est d'abord attaché à un projet municipal qu'on a envie de défendre avant d'être attaché à des étiquettes et des appartenances politiques. Et je pense qu'on arrivera à réussir ce rassemblement avec les partenaires naturels évidents qui sont avec nous depuis 2 ans. Et mais à quel moment Mais si c'est déjà le cas pour un certain nombre de villes. Vous savez, moi, à Rambouillet, on a investi G8. Oui, mais à Bordeaux, par exemple, ce n'est pas le cas. On a réussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. C'est le cas dans un très, très grand nombre de villes. Et je pense qu'on arrivera à le démontrer parce que, vous savez, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et ça fait 2 ans qu'on fait la démonstration qu'en étant rassemblés et unis, on arrive progressivement à faire bouger les choses dans notre pays. Donc je pense que ce sera la même chose au niveau des communes. Et quand Richard Ferrand dit on entend parler d'un agir de droite, d'un agir de gauche, moi je dis il faut agir tout court. Vous avez soutenu cette déclaration. Oui, il a raison. Il a raison parce que je pense que les Français sont évidemment de moins en moins attachés aux étiquettes partisanes. Et c'est d'ailleurs aussi là-dessus que nous avons été élus sur cette promesse d'arriver à changer durablement la vie politique française, à changer le mode de fonctionnement des partis politiques. C'est pour ça que nous, on dit qu'on est un mouvement politique pour continuer justement à s'élargir. Et on l'a fait au moment des européennes. On était les seuls à aller au-delà de notre propre parti politique et à nous élargir. Et ce qu'il faut, c'est agir pour le pays. Je me pose jamais la question quand je me réveille le matin de savoir si j'agis de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs. J'agis et c'est ça qui compte. Un nouveau souffle, très rapidement, Aurore Bergé, pour la majorité présidentielle, à l'occasion peut-être d'un remaniement pour préparer les municipales?
Moi, je ne sais pas. Vous savez, très régulièrement, on nous pose la question des remaniements. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui soit attendu par les Français. Ils veulent qu'on soit au travail. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on prouve. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été l'invitée de la matinale de CNews. Et